Tu prends tes affaires. Ta chambre, c'est fini. Mes parents arrivent demain. Elle s'est tenue dans l'embrasure, bras croisés, une main posée sur l'interrupteur comme sur un bouton d'éjection. Ma belle-fille a prononcé ces mots d'une voix blanche, presque administrative, qui ne tremble pas parce qu'elle s'est entraînée à ne pas avoir de cœur devant témoin. Elle n'a pas dit s'il te plaît ni excuse-moi. Juste l'injonction nette. Ta chambre, c'est fini. Ma chambre. Le mot a résonné un instant, puis s'est décollé du mur comme un vieux papier peint. Il y avait encore, au pied du lit, les pantoufles de laine que j'avais tricotées l'hiver dernier, le petit cadre avec la photo de mon mari, et ce carnet ligné à la couverture grise où je note les dates des médicaments, les recettes, les phrases qu'on n'ose pas répondre. J'ai porté la main au carnet, instinctivement, comme d'autres à un chapelet. « Tu m'as entendu » a-t-elle insisté. Mes parents prennent la pièce. Ils ont besoin d'un endroit confortable. Toi, tu seras mieux dans la petite chambre près du garage, pour l'instant. Pour l'instant. Ce futur à durée indéterminée qu'on réserve aux choses dont on veut se débarrasser sans les jeter encore. Dans le couloir, j'ai entendu la voix de mon fils. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien » a-t-elle répondu trop vite. « On réorganise, c'est plus rationnel. » Rationnel. Le mot avait l'odeur d'un produit ménager. Il nettoie, il décape, il brûle. Je me suis levée, lentement. La fenêtre donnait sur le figuier qui touche presque la gouttière. Quand je l'ouvre, l'odeur verte entre dans la pièce. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais aéré le matin, replié la couverture, posé la tasse sur la soucoupe sans bruit pour ne réveiller personne. À tout ce soin invisible. On ne se doute pas à quel point l'invisibilité prépare l'effacement. Ce n'est pas possible, ai-je dit d'une voix qui m'a surprise, plus calme que je ne l'aurais cru. Si c'est décidé, a-t-elle tranché. Et s'il te plaît, elle a marqué une pause, un sourire dur. Pas de drame. On te garde évidemment, mais ailleurs. On te garde. Comme on garde un meuble trop encombrant en attendant le camion de débarras. Mon fils est apparu, les mains dans les poches, l'air las. Maman, on en parlera après, d'accord? Ils arrivent demain matin, j'ai besoin de souffler ce soir. Tu as besoin de souffler, ai-je répété doucement. Ne commence pas, a-t-elle lâché. C'est normal que mes parents aient une vraie chambre. Ils sont âgés. Je l'ai regardé. Et moi? Elle a haussé les épaules. Tu t'adapteras. Tu es forte. Forte. Le compliment qu'on offre aux femmes pour mieux leur demander de disparaître sans bruit. Il n'y a pas eu de cri. Pas de scène. À mon âge, on sait que le cri se retourne contre celle qui le pousse. J'ai pris le cadre, mon carnet, la boîte à ouvrage. J'ai déposé le tout dans la petite pièce près du garage. Il y faisait un froid de cave, une odeur de carton humide. Sur l'étagère, quelqu'un avait déjà posé un flacon de désodorisant brise marine. On s'était préparé à m'y envoyer. Depuis quand? Depuis avant la phrase. Les décisions précèdent toujours les mots. Dans ma nouvelle chambre, un lit de camp grinçait, tendu d'un drap trop court. J'ai posé mon carnet. J'ai écrit la date, l'heure, la phrase exacte. Tu prends tes affaires. Ta chambre, c'est fini. Mes parents arrivent demain. J'ai ajouté. Décision préparée, fait accompli. Prétexte, rationalité. Et puis j'ai noté ce que mon mari disait autrefois devant les portes qu'on tentait de forcer. Ferme la serrure par l'intérieur, pas par la colère. Je me suis assise. J'ai respiré. Mon cœur battait, non de panique, mais de lucidité. Car la vérité, j'ose l'avouer, c'est que ce soir-là, je n'étais pas prise au dépourvu. L'humiliation, oui, mais pas la surprise. Depuis des semaines, je sentais le plan se refermer autour de moi comme une nappe tirée trop vite. On déplaçait des objets, on rangeait mes papiers, on me redemandait des clés pour simplifier, on me disait « Tu as besoin de repos ». Je savais, alors j'ai soulevé le matelas du lit de camp. Dessous, dans une pochette fine, dormaient des copies de documents, relevés, actes, attestations. Un double des correspondances avec le notaire, un mandat de protection future rédigé à ma demande, et cette lettre prête à partir, déjà timbrée, adressée à la banque pour bloquer toute procuration non signée devant moi. Je l'ai effleuré du doigt. J'avais déjà un plan. Le silence a épaissi. Au salon, j'entendais des voix, des rires forcés, une chaise qu'on déplace. J'ai reposé le matelas, refermé la porte, éteint la lumière. Et dans le noir simple de cette pièce froide,
J'ai vu très nettement la ligne que je devais suivre. Ni plainte, ni théâtre, mais la loi, les preuves et ce calme qui parfois est une forme de tonnerre. J'ai murmuré, pour moi seul. D'accord, réorganisons, mais à ma manière. Et j'ai dormi 2 heures d'un sommeil exact, comme on tient la tête hors de l'eau, juste ce qu'il faut pour la prochaine brasse. Je ne suis pas née dans les réorganisations. Je viens d'une maison où chaque chose avait sa place, parce que chaque personne avait la sienne. Mon père réparait des serrures, il aimait les cliquetis nets. Une porte qui ferme, c'est un souci de moins, disait-il. Ma mère cousait la patience dans les doigts, elle reprenait les ourlets comme on recoud la journée pour qu'elle ne s'effiloche pas. J'ai appris là la tenue. Tenir la maison, tenir parole, tenir bon. J'ai rencontré mon mari au comptoir d'une quincaillerie. Il cherchait des chevilles, je cherchais des vis. Nous avons ri de nos listes. Il m'a invité à marcher, puis à danser, puis à rester. Il avait la façon des hommes droits, il distinguait l'essentiel du superflu. Nous avons fait ce que savent faire les couples modestes, un foyer. La maison blanche avec les volets un peu verts, une cour de gravier, un figuier, l'odeur du café du matin, la radio trop forte le dimanche. Notre fils est né un jour de vent clair. Nous l'avons aimé de tout ce que nous savions, c'est-à-dire maladroitement, mais sans compter. J'ai mis ma vie au diapason de la sienne. Bain tiède, fièvre du soir, chaussures trop petites changées trop tard, cahier couvert, goûter oublié, pardonner. Plus tard, j'ai repris un petit travail à la bibliothèque municipale. J'aimais la poussière des mots et la rigueur des fiches. Là, j'ai appris que le silence peut être un écrin, pas forcément une punition. Le temps a passé, mon mari est parti trop tôt un matin de janvier, dont je n'ai gardé aucune image nette, seulement la sensation d'un fauteuil vide. J'ai rangé son atelier, comme on replie une carte après un voyage. J'ai gardé quelques outils, le mètre pliant en bois, une vieille clé, un chiffon tissé de bleu. Avec ces reliques simples, j'ai appris à gouverner seul une barque qu'on croyait à 2 rames. Mon fils a grandi. Il s'est lancé dans la vie avec une élégance que j'aimais. Quand il m'a présenté celle qui allait devenir ma belle-fille, j'ai pensé « La maison va gagner en lumière ». Elle entrait dans les pièces avec des décisions toutes prêtes. C'était agréable au début. Bientôt, cela devint une manière d'installer sa musique partout, même dans les pièces où je n'avais pas fini ma phrase. Elle disait « on » pour parler d'elle. Elle disait « pour t'aider pour dire à ma façon ». Je n'accuse pas les jeunes de la modernité. La modernité n'est ni bonne ni mauvaise. Elle galope, c'est tout. Mais un jour, la modernité a posé la main sur mes clés pour simplifier. On a ouvert des comptes pour regrouper. On a signé des papiers pour fluidifier. Le notaire m'a paru jeune comme un fils, la banquière aimable comme une petite fille. Je ne me suis pas méfiée, j'avais foi dans l'ordre. Et puis un soir, après un dîner trop organisé, j'ai trouvé mes draps changés sans qu'on me le demande. On a mis du neuf, tu seras mieux. C'était gentil. C'était aussi un premier déplacement de territoire. Les petites humiliations, je les ai d'abord rangées dans la boîte malentendue. On me coupait la parole pour aller plus vite. On me plaçait près du radiateur parce que j'avais toujours froid. On reprenait mon assiette parce que tu ne manges pas beaucoup. J'ai ri avec eux pour ne pas faire vieillir la table. Mais un jour, j'ai compris que, sous le vernis de l'attention, on dessinait une carte où ma chambre devenait une option. Quand le père et la mère de ma belle-fille ont commencé à venir de plus en plus souvent, j'ai entendu le cliquetis d'un plan. Ils atterrissaient le vendredi, repartaient le lundi, déposaient leurs journaux dans ma corbeille, suspendaient leurs manteaux à mon porte-manteau, appelaient la maison « chez nous ». J'ai offert du café, des biscuits, la nappe blanche. Je me suis appliquée, par habitude, à recevoir. La courtoisie est une armure très fine. Elle empêche les griffures, mais pas les fractures. La goutte d'eau n'a pas été une phrase ni un geste, mais une absence. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé ma porte entr'ouverte. Sur le lit, un sac de voyage qui n'était pas au mien. Sur la table de chevet, un mot. On s'installe demain. On, le pronom qui efface votre nom propre. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert le classeur gris, le même que mon mari utilisait pour ses factures, et j'y ai glissé des copies des dernières semaines. Reçu, échange, décision pour moi, prise sans moi. J'ai appelé. Le lendemain, Maître Desnoyers,
notaire de la famille depuis toujours. Nous avons relu ensemble un papier que j'avais signé pour simplifier. Il ne donnait à personne le droit de disposer de ma chambre ni de mes biens. Il me reconnaissait, au contraire, l'usufruit plein et entier de l'étage et l'obligation pour toute personne hébergée d'obtenir mon accord. Le droit, parfois, est un père silencieux qui réapparaît au bon moment. J'ai compris alors que la dignité ne se crie pas, elle se prouve, que la maison n'est pas seulement des murs, c'est une carte de droit, qu'une chambre pour une femme de mon âge, c'est un royaume d'un 80 m sur 2, et que quiconque y entre sans y être invité touche à la souveraineté. Alors, quand elle est venue me dire « Tu prends tes affaires, ta chambre, c'est fini. Mes parents arrivent demain. » Je n'étais pas désarmée. La douleur m'a heurtée, oui, nette, propre, comme un coin de meuble contre le tibia. Mais sous la douleur, il y avait une architecture, des preuves, un mandat, un plan. Je n'étais plus la vieille femme déplacée. J'étais la propriétaire qui s'était tue assez longtemps pour être exacte quand elle parlerait. Et je savais que je parlerais pas avec des cris, mais avec des clauses. Au début, j'ai cru à des maladresses. Elle disait « Tu sais, à ton âge, on a besoin de moins de place » ou « Je t'ai déplacé quelques affaires pour aérer un peu ». Des phrases prononcées sur un ton doux, presque pédagogique, comme si j'étais devenue une élève lente. Je souriais, par réflexe. C'est fou comme on peut s'habituer à l'effacement quand on a passé une vie à servir. La première fois qu'elle a réorganisé, c'était la table du salon. Ma nappe en lin avait disparu. Elle était trop sombre, m'a-t-elle dit. Il faut plus de clarté. À sa place, un plastique transparent sur lequel glissaient les verres. J'ai haussé les épaules. Ce n'est qu'une nappe, me suis-je dit. Mais le lendemain, ce fut la bibliothèque. Mes livres rangés par taille, pas par hauteur. Et puis ma photo de mariage, déplacée, posée derrière une plante. Je l'ai remise devant. Le soir même, elle était de nouveau derrière. Les petits déplacements sont comme les fissures. On ne les entend pas, mais ils fragilisent tout le mur. Je me suis surprise à parler de moins en moins, à m'excuser d'exister. Un jour, elle m'a dit « Tu veux bien m'aider à éplucher les pommes ?» Et quand je suis venue, le saladier était déjà plein. Elle a ri. « Oh, c'est pas grave, tu seras plus tranquille comme ça. » Plus tranquille. Ce mot-là, je l'ai entendu souvent. C'est le camouflage préféré de ceux qui veulent qu'on se taise. Un soir, alors qu'il recevait des amis, j'ai voulu rester un peu au salon. Elle a dit doucement, mais assez fort pour que tout le monde entende. « Maman se couche tôt, elle est mieux dans sa chambre. » Je me suis levée sans discuter. Derrière moi, les rires continuaient. Dans ma chambre, j'entendais le bruit des verres, les éclats de voix, la musique. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit « Il rit et moi je compte. » Puis, les remarques sont devenues plus franches. « Tu devrais éviter de toucher au lave-vaisselle. Tu appuies sur le mauvais bouton. On a changé la serrure de la porte du jardin, c'est plus sûr. On a pris rendez-vous avec la banque. Tu n'as pas besoin de venir, c'est juste administratif. » J'ai obéi, par fatigue, par peur du conflit. Mais j'observais. Je voyais comment elle s'emparait de chaque espace. Le salon, la cuisine, la voiture, les mots. Même mon fils commençait à parler comme elle. C'est normal, maman, on simplifie. Simplifier, toujours ce mot. Simplifier, c'est souvent le synonyme de t'effacer. Une après-midi, elle a installé un grand meuble dans le couloir, juste devant ma porte. C'est provisoire, m'a-t-elle dit. Le meuble est resté 6 mois. J'ai appris à ne plus demander. À force, on comprend que chaque question devient un aveu de faiblesse. Alors je me taisais et j'écrivais. Chaque phrase, chaque changement, chaque date. Mon carnet gris devenait ma mémoire juridique. Un jour, j'ai surpris une conversation entre elle et son mari. « Tes parents viendront au printemps ? » ?»« Oui, on verra comment on s'organise. »« Il faudra bien qu'elle fasse de la place, dit-elle. »« Oui, on verra. » Elle. Ce mot-là m'a plus blessée que tous les autres. Elle ne disait plus ta mère. Elle disait elle, comme on parle d'un objet à déplacer. J'ai compris, ce soir-là, qu'on préparait quelque chose. Et j'ai compris aussi que le jour où cela arriverait, il faudrait que je sois prête non pas pour me battre, mais pour tenir. Alors j'ai commencé à cacher mes documents, mes doubles de clés, mes papiers importants. J'ai mis mes bijoux chez la voisine, discrètement. Et j'ai demandé à Maître Desnoyers de m'envoyer copie de tous les actes me concernant pour mettre à jour mes dossiers. Il n'a pas posé de questions. Il savait.
les semaines ont passé. On me parlait moins, on me regardait moins, on m'occupait moins. J'étais là, mais on m'avait déjà remplacé dans la distribution des gestes. Alors, quand elle m'a dit ce soir-là, tu prends tes affaires. Ma chambre, c'est fini. Mes parents arrivent demain. Je n'ai pas pleuré. J'ai seulement pensé, le rideau se lève. Et sous la colère glacée, il y avait un calme. Celui de la femme qui a préparé sa revanche, non pas avec du venin, mais avec des preuves. Ce fut un jeudi de mars, froid et clair. Le genre de journée où l'air sent la propreté du linge et le mensonge qui flotte encore dans les couloirs. Je rangeais mes affaires dans la petite chambre quand j'ai entendu des voix au rez-de-chaussée. Ma belle-fille parlait vite, avec cette autorité feutrée qu'elle prend quand elle veut faire croire à sa bienveillance. Oui, tout est prêt. Vous aurez la grande chambre. Le matelas est changé. Non, non, elle dort dans la petite pièce. Oui, elle s'y habitue. J'ai retenu ma respiration. Elle s'y habitue. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler de moi à la troisième personne avec autant d'aisance. Je suis descendue, silencieuse. Sur la table du salon, des papiers étaient étalés. Des contrats, des devis, une brochure d'agence immobilière. Je me suis approchée. En haut du document, j'ai lu « Projet de location meublé étage principal ». L'adresse, c'était la mienne. Ma maison. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé doucement. Elle a sursauté. Puis, sans gêne, « Oh, ce n'est rien, juste une idée. Mes parents pourraient louer l'étage à leur nom. Comme ça, on régularise, on partage les frais, tout le monde est gagnant. » Et moi? Elle a haussé les épaules. Toi, tu restes ici, évidemment. Mais sur le papier, c'est plus simple. Pour les impôts, toujours ce mot. Simple. Le poison de la docilité. Je n'ai pas répondu. Je suis allée dans ma chambre, j'ai sorti mon classeur gris. J'y ai glissé la brochure. J'ai noté la date, l'heure, sa phrase exacte. Sur le papier, c'est plus simple. Le soir même, j'ai appelé Maître Desnoyers. Il a soupiré en m'écoutant. Vous avez bien fait de noter. Amenez-moi les documents demain. Et surtout, ne dites rien. Je n'ai rien dit, mais j'ai observé. Le lendemain matin, à la première heure, je me suis rendue chez lui. Il a lu les papiers, puis il m'a regardé par-dessus ses lunettes. C'est plus grave que je ne pensais. Il tente de modifier la destination de la maison sans votre accord. Et comme vous êtes encore usufruitière, c'est illégal. Illégal, ai-je répété calmement. Oui, madame. Très. Il a tapé sur son clavier, imprimé un courrier, me l'a tendu. Nous allons bloquer toute opération et déposer une main courante pour précaution. Je l'ai remercié, j'ai signé. Ma main ne tremblait pas. C'est étrange. Quand la justice se réveille, on retrouve le sang-froid des vieux arbres. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé la porte de ma chambre entr'ouverte. Le cadre photo avait disparu. Ma belle-fille rangeait. Encore. Je t'ai pris la photo, a-t-elle dit d'un ton léger. Elle n'allait pas avec la déco. Ce n'est pas une déco, ai-je répondu. C'est ma vie. Elle a ri. Oh, ne dramatise pas. On s'occupe de tout, pour ton bien. Ces 3 mots m'ont traversé comme une lame. Pour ton bien. J'ai compris, à cet instant précis, que leur bien à eux ne supporterait plus le mien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu toutes mes notes, une à une. Puis j'ai ajouté au bas de la page. Ils pensent que je vais partir. Ils ignorent que je suis déjà prête. Le lendemain, j'ai pris le bus pour la mairie. J'y ai demandé copie du titre de propriété et j'ai vérifié chaque clause. Rien, absolument rien, ne pouvait être modifié sans mon accord écrit. J'ai ensuite ouvert un nouveau compte bancaire, uniquement à mon nom. Puis j'ai déposé une enveloppe scellée chez le notaire, contenant mon testament et la liste des pièces du dossier. Je me souviens du bruit du cachet rouge sur le papier, un coup sec, définitif. Ce son-là m'a rendue plus vivante que tout leur rire de salon. Quand je suis rentrée, la maison sentait la cire et l'exclusion. Ils dînaient avec leurs invités. On riait fort, on parlait de travaux à venir. Je suis montée, sans un mot. Dans ma petite chambre, j'ai ouvert le carnet et j'ai écrit « Ils veulent ma chambre, qu'ils la prennent. Moi, j'ai le plan de la maison. » Cette nuit-là, j'ai compris que ce qu'ils appelaient simplifier était une manière de me gommer, et que si je ne faisais rien, j'allais disparaître lentement, sans bruit, comme un nom qu'on efface d'un carnet d'adresses. Je suis restée longtemps assise sur le bord du lit,
dans la petite chambre glaciale. La lumière du réverbère dessinait sur le mur un carré pâle. Le vent faisait vibrer les volets. C'était un silence épais, presque vivant. Je me suis revue jeune femme, le jour où j'ai emménagé ici. Mon mari tenait la clef à bout de bras, fier comme un enfant. Voilà, disait-il, notre maison, notre avenir. J'avais mis des rideaux fleuris aux fenêtres, planté des rosiers dans le jardin. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, on m'en expulserait pièce par pièce. J'ai pris mon carnet, j'ai ouvert à la dernière page, et j'ai écrit, sans lever la plume, « Il pense que je dors, mais je compte les marches, et je sais sur laquelle je vais me retourner. » Les jours suivants, j'ai observé. Je n'ai pas parlé. Le silence, je le connais bien. C'est une arme qui s'affûte toute seule. Plus on la garde, plus elle tranche. Chaque soir, je notais les gestes, les phrases, les décisions, les heures d'arrivée des parents, les conversations étouffées, les dates des devis. Ce carnet gris devenait une horloge. Il battait pour moi. J'ai relu mes notes anciennes, celles de mon mari, ses comptes, les papiers qu'il rangeait dans le vieux classeur métallique du garage. Et là, entre deux relevés d'assurance, j'ai trouvé un acte de donation-partage, rédigé à notre nom. Il y était clairement stipulé « Usufruit, réservé à l'épouse, jouissance intégrale des lieux jusqu'à décès ». Cette phrase, je l'ai relue 10 fois. Chaque mot était un mur autour de ma chambre. Je me suis dit « Ils ont beau vivre ici, ils n'en sont que locataires de mon silence ». La nuit suivante, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à mon fils, à son regard quand il m'évitait, à sa lassitude, à sa peur d'elle. Je ne pouvais plus l'en protéger, mais je pouvais lui laisser un exemple, celui d'une mère qui ne cède pas. Pas par vengeance, non, par respect pour tout ce qu'elle a bâti. Au matin, j'ai préparé du café. Je me suis regardée dans la vitre. Le visage était fatigué, mais les yeux clairs. Je me suis dit, ce n'est pas de la vieillesse, c'est de la clarté. J'ai décidé que désormais, chaque minute servirait. Je ne ferai pas de scène, je ne supplierai personne. Je rédigerai, je daterai, je signerai, je laisserai le droit faire ce que le cœur ne peut plus. Ce jour-là, j'ai pris 3 décisions. Ne jamais hausser le ton, ne plus rien laisser sans trace écrite. Préparer la sortie, non pas de la maison, mais de leur emprise. Je savais que la bataille serait lente, mais j'avais une alliée, la loi, et une autre, plus discrète, ma mémoire. Le soir venu, j'ai relu la première phrase de mon carnet. Tu prends tes affaires, ta chambre c'est fini. Et j'ai ajouté en dessous. Ce soir, c'est moi qui reprends la clé. Je n'ai pas agi en femme pressée. La précipitation est la faiblesse des âmes qui veulent que justice soit rendue sur le champ. La lenteur est la force de celles qui savent qu'on gagne à poser des pierres solides. J'ai donc commencé par l'ordre cet allié discret que j'avais appris avec mon mari. Classé, daté, indexé. Le matin suivant, j'ai repris le classeur gris. J'y ai ajouté chaque nouvelle page, la brochure de l'agence, le devis, la note sur le meuble dans le couloir. J'ai photocopié tout ce qui traînait sur la table du salon et je les ai numérotés. Chaque document a reçu un petit autocollant, dossier 1, dossier 2. J'ai préparé 3 liasses, une pour le notaire, une pour la banque, une pour la police et une que je garderai toujours sur moi. Je savais qu'il fallait multiplier les origines de la preuve. Le papier seul est fragile. Le papier croisé avec des témoins devient inattaquable. J'ai pris rendez-vous avec Maître Desnoyers. Il m'a accueilli avec la même voix posée, comme un homme qui a l'habitude de remettre droit ce qui a été tordu. Je lui ai expliqué point par point, sans colère, en lui tendant les copies. Il a dit les mots que j'espérais entendre. Opposition, demande de copie des pièces justificatives, dépôt de plainte en cas de tentative de modification frauduleuse. Il a proposé et je lui ai demandé de rédiger une lettre recommandée à la banque pour qu'elle bloque toute demande de procuration ou d'opération non signée de ma main. Nous avons aussi convenu d'un mandat. En cas d'urgence, il agirait pour protéger mes intérêts. J'ai signé une procuration limitée et contrôlée ironiquement pour me donner le pouvoir de protéger ce qui m'appartenait. Ensuite, la banque. J'y suis allée, au guichet, avec mes papiers, les copies, le dossier déjà bien rempli. J'ai demandé un relevé complet des 3 dernières années, réclamé la liste des procurations en vigueur et sollicitées, sans emphase, la mise en place d'alertes SMS pour toute opération au-dessus d'un certain montant. J'ai ouvert aussi un petit compte secondaire, discret, dans une autre agence,
au nom d'une association locale que je connaissais bien non pour transférer l'argent, mais pour me prouver que je pouvais décider de la destination d'un bien sans devoir l'autorisation d'un autre. Les banquiers m'ont regardé avec une attention nouvelle. Quand une dame âgée connaît ses droits, on la prend au sérieux. Parallèlement, j'ai consulté un expert graphologue. J'avais conservé des lettres que j'avais écrites autrefois. Écriture libre, visage d'encre, carte postale, note d'achat, facture avec ma signature. L'expert a comparé, a annoté, a rédigé un rapport technique. J'ai remisé ce rapport dans le classeur, avec la sensation d'avoir ajouté une lame solide à mon dossier. Une signature contestée face à une signature authentifiée. Cela pèse beaucoup dans une affaire. J'ai aussi recensé des témoins. Mireille, bien sûr, la voisine de toujours. Le facteur qui passe chaque matin et qui avait noté des allées et venues inhabituelles. Même la dame du café, où je prenais parfois mon petit noir, elle se souvenait de mes habitudes, de mes voix. J'ai récolté leurs adresses, leur disponibilité. Les témoins n'étaient pas des héros. Ils étaient des personnes qui pouvaient dire « Je l'ai vu signer ici. Je l'ai vu mettre ses affaires là. » La parole neutre d'un témoin ordinaire a une autorité que n'a pas la colère d'une victime. Il y eut aussi des démarches administratives. Photocopie, envoi en recommandé, demande de duplicata de titre de propriété. À la mairie, j'ai demandé copie intégrale de l'état civil et au cadastre, j'ai relevé la consistance de la parcelle. Ces mots techniques usufruit, jouissance, servitude deviennent des remparts quand on sait les aligner. J'ai appris que le jargon peut être une arme si on le manie sans colère, mais avec précision. Mais tout cela ne suffisait pas sans une stratégie psychologique. J'ai décidé de conserver mon masque de douceur. À table, je continuais d'offrir le gâteau aux amandes que je savais leur préférer. J'acquiesçais aux conversations, je mettais la table, je filais le thé. Il est plus dangereux de perdre son sang-froid que de perdre une bataille. La rage donne des indices, la sérénité en donne peu. Ils pouvaient croire que j'avais accepté. En réalité, je tricotais dans l'ombre. Pour éviter toute tentative de poussée brutale, j'ai fait 2 choses pratiques et légales. J'ai changé la serrure du coffre, où je conservais les documents originaux sans violer aucun droit, et j'ai placé quelques papiers importants chez une amie de confiance, en dépôt simple. J'ai mis mes bijoux chez la voisine, sans spectacle, comme on place de l'argent à la banque. Ces gestes étaient discrets, mais efficaces. J'ai cantonné la possibilité de perte irréparable. Enfin, j'ai marqué une étape symbolique. J'ai rédigé un testament révisé chez le notaire. Non parce que je voulais provoquer, ni même punir, mais pour poser une volonté nette. La maison, en cas d'éventuelle succession, ne devrait pas être dilapidée par des intérêts immédiats. J'ai demandé qu'une part revienne à une association de femmes isolées, un acte utile et révélateur. J'affirmais publiquement que ma volonté n'était pas la propriété de ceux qui m'entouraient. Le notaire a pris note, a scellé l'acte, et j'ai reçu un exemplaire. Sa présence dans le dossier eut un effet apaisant. Elle montrait que je conspirais non contre ma famille, mais pour la continuité de mon nom et de mes biens. Toutes ces actions se sont faites sans éclat. J'ai laissé derrière moi des traces nettes, des signaux officiels, des preuves que seul le temps peut retourner. Et le temps, je l'avais désormais pour allié. J'ai remis au notaire une copie complète du dossier et lui ai demandé de ne pas la rendre publique avant qu'il ne soit nécessaire. Nous étions prêts. La revanche n'était plus une idée. C'était un plan juridique, méthodique et dépourvu de haine, uniquement animé par la volonté de récupérer ma place. Quand j'ai refermé le classeur ce soir-là, j'ai senti quelque chose de profond se modifier en moi. Ce n'était ni joie ni haine, mais la certitude douce d'une femme qui sait tenir sa propre maison. Je me suis couchée dans la petite chambre, portée par ce calme calculé. Demain, la vie suivante commencerait, et je ne la subirais plus. Le jour venu, tout parut ordinaire comme un dimanche. Le soleil avait cet angle tendre qui gomme les rides des murs et rend les ombres plus douces. J'ai pris mon temps pour me préparer. Rien d'extravagant, une robe sobre, le châle que je porte aux rencontres importantes. Mes gestes étaient devenus des rituels précis. Le café noir, la vérification du dossier, un coup d'œil au miroir pour confirmer que l'on voit une femme encore digne. Maître Desnoyers avait demandé que la convocation se passe dans son bureau, lieu neutre où le papier a sa propre autorité.
Ils sont arrivés ensemble, main dans la main, l'air assuré comme quand on entre dans une boutique pour acheter, la belle-fille aux talons discrets, mon fils plus pâle qu'à l'accoutumée. À leur côté, la mère et le père de ma belle-fille, tout ce monde que l'on appelle famille et qui, parfois, sait agir comme un conseil d'administration. Le notaire a disposé sur la table les copies que je lui avais remises. Rapport graphologique, relevé bancaire, courrier recommandé, l'acte d'usufruit, les mises en demeure. Il a ouvert une enveloppe et en a extrait, lentement, le rapport de l'expert. Les mots ont sonné secs dans la pièce. La graphologue expliqua, technique et franche, la dissonance entre ma signature authentique et les actes litigieux. Elle montra les tremblements, l'inclinaison, la façon particulière de lier le ROE. Les preuves étalées avaient l'évidence froide d'un diagnostic. La belle-fille a eu la première réaction, un rire contenu, puis un démenti hâtif. « C'est absurde », a-t-elle dit. C'était pour organiser, pour aider. Elle a tendu la main vers mon fils, comme pour le rappeler à l'ordre, et lui a lancé « Dis quelque chose ». Il cherchait ses mots, comme un garçon pris la main dans un pot de confiture. L'air qu'il avait autrefois en regardant ses enfants s'était dissipé. Il semblait petit. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois », balbutia-t-il. Les mots semblaient trop grands pour contourner ce qui était posé sur la table, là, en lettres d'encre et de papier. Maître Desnoyers resta implacable dans sa neutralité. « Monsieur, madame, les actes présentés ici contiennent des anomalies qui ne peuvent être qualifiées que de falsification, au minimum, d'opérations sans consentement valable. Les démarches de vente ou de changement de destination projetées sont suspendues. J'ai déposé copie au greffe. Une plainte pénale pour faux et usage de faux est en cours. » La mère de la belle-fille pâlit. Son père serra les mains sur son sac, comme s'il retenait quelque chose d'inavouable. Mon fils baissa la tête. Sa voix, quand il parla, était presque étranglée par le regret. « Je pensais bien faire. Je ne pensais pas que ça dépasserait. Tu pensais bien faire, répétai-je doucement. Et c'est justement ce qui rend tout plus cruel. La bonne intention camoufle la violence. Ils cherchèrent à plaider l'incohérence, la maladresse, la nécessité administrative. Le notaire exposa, une à une, les incohérences temporelles. Date impossible, signature apposée lors d'hospitalisation confirmée, transfert intervenu à des heures où je n'étais pas disponible. Les couloirs de la bureaucratie s'éclaircissaient d'un seul coup. Les manœuvres se montraient dans toute leur laideur. Je ne m'étais pas levée pour crier. J'étais restée droite, la voix basse, parce que je savais que le calme, chez une vieille femme, est plus déstabilisant que la colère. Ils attendaient sans doute que je m'effondre, que je prononce un nom, que je révèle une faiblesse. Ils n'avaient plus rien à craindre de moi, sinon ma certitude de faire valoir mes droits. À la fin de la réunion, le notaire leur remit copie des actes de mise en demeure et des signalements. « Nous préférons régler ceci à l'amiable, » dit-il, « mais nous agirons en justice si nécessaire. » Je vis, dans leur regard, la panique de ceux qui ont construit un château sur du sable. Sur le palier, en reprenant mon sac, mon fils s'est approché. « Maman, je suis désolé, » murmura-t-il. Sa voix était petite. J'ai pris sa main une seconde, pas plus, et j'ai pensé à l'enfant qu'il avait été, à ce que j'avais donné pour son avenir. « Prends soin d'eux, » lui ai-je dit sobrement, comme on demande à quelqu'un de garder une plante fragile. Quand la porte se referma derrière eux, je suis restée un instant immobile. La confrontation n'était pas une victoire criante. C'était la restitution de ce qui m'appartenait et la mise en lumière d'une vérité que l'on ne pouvait plus dissimuler. Le piège s'était refermé, non pas par une réplique de même cruauté, mais par des actes et des mots officiels, qui, eux, ne mentent pas. En rentrant, j'ai respiré profondément. Le soir, au lit de la petite chambre, j'ai écrit ces lignes dans mon carnet. Ils croyaient me déplacer. Je les ai arrêtés. La justice a remis la table sur laquelle tout reposait. J'ai fermé le carnet. Le calme qui suivit la tempête était d'où la paix d'une pièce dont la poussière commence à retomber. La vérité agit comme une saleté que l'on souffle. Elle fait voler les papiers, les alliances, les regards. Après la confrontation, la maison ne fut plus la même. Les repas du soir, jadis un lieu de clapotis et de banalité, se transformèrent en champs de mine invisibles. Les conversations évitaient les points sensibles.
On changeait de pièce pour parler d'une facture plutôt que d'un souvenir. Mon fils ne vint plus aussi souvent. Les appels se firent hésitants, les messages courts. Quand il passait, ses paroles se glissaient entre nous comme un filet fragile. Il demandait comment j'allais, esquissait un sourire, parlait de la pluie ou du travail. Il n'osait pas entrer dans la nécessaire conversation. Il avait peur, sans doute, de peser et de rompre quelque chose qui lui paraissait encore neuf et fragile, sa vie de couple. La belle-fille quitta la maison quelques semaines plus tard. Elle s'installa chez ses parents quelques mois, prétextant de la fatigue et la nécessité de se recentrer. Son départ créa une sorte de vide organisé. Elle avait emporté sa manière de parler, ses manières d'appropriation, et laissa derrière elle une pièce propre, presque aseptisée. Les parents vinrent moins, gênés sans doute par la tournure des événements. Leur rôle de premier soutien se dissipa sous le poids du scandale. Autour de nous, les voisins prirent des postures mesurées. Certains me regardaient avec curiosité, d'autres avec compassion, d'autres encore faisaient mine de ne rien savoir. La parole publique s'était transformée en rumeur molle. On me dit que mon fils racontait que je l'avais puni, d'autres que je l'avais humilié. Les récits se tordent vite. La vérité a la lenteur d'un ruisseau, les mensonges la rapidité d'un vent. Il y eut des auditions à la police, des rendez-vous avec des experts, des jours où l'on m'appelait pour des précisions sur un acte, la date d'une signature, le lieu d'un rendez-vous. J'ai répondu avec la clarté d'un témoin. Il m'arrivait d'éprouver une sorte d'étrangeté. Mon intimité exposée aux procédures, mon histoire passée examinée comme un contrat à valider. J'ai compris que la justice n'est pas l'ennemi de la tendresse. Elle est le seul réseau qui protège les souvenirs contre l'usure des autres. Mon fils essaya de réparer à sa manière. Il renvoya l'argent versé, s'excusa à voix basse, promit des rendez-vous qu'il ne tint pas toujours. Je sentais chez lui la lutte entre le remords et la peur de perdre définitivement ce qui semblait acquis. La douleur pour lui, je le sais, n'était pas seulement d'avoir été pris. C'était d'avoir vu la mer sous une autre lumière. Les semaines se succédèrent et l'ambiance, lentement, changea. La maison reprit un autre rythme. Les réparations furent faites, la clé fut rendue. Mais il y avait maintenant une frontière invisible, faite de méfiance et de respect tardif qui séparait ceux qui étaient partie prenante de ceux qui l'avaient été. Pour moi, l'éclatement familial eut un prix, la solitude. Elle n'arriva pas dans un grand fracas, mais comme une pluie fine. Les dîners à la maison se firent rares. J'appris, peu à peu, à repenser la maison non plus comme le lieu des réunions familiales, mais comme le vestige d'un chantier clos. J'avais sauvé mon toit, mon nom, mes droits, mais la chaleur d'un foyer que j'avais contribué à bâtir avait un peu changé d'orientation. Pourtant, au fond de cette solitude, une étrange consolation. Je pouvais désormais me choisir. J'avais récupéré l'espace de mes gestes, le droit de ranger mes affaires là où je le voulais, la liberté de recevoir qui je voulais. Des voisins vinrent prendre le thé, une amie reprit ses soirées de tricot, et je découvris des conversations qui n'étaient pas parasitées par la peur du jugement. L'éclatement familial ne fut pas une chute définitive, mais une transformation. Un paysage coupé en deux qui apprend à se recomposer différemment. J'ai ramassé, avec patience, les morceaux qui me convenaient et j'ai laissé partir le reste. Les conséquences furent amères parfois, douces parfois. Et si j'ai perdu des complicités, j'ai aussi gagné de la clarté. Je me suis retiré quelques mois dans un petit appartement du bord de mer qu'une amie avait accepté de me prêter. Je n'avais pas besoin d'un grand luxe, seulement d'un endroit où les jours se succèdent sans questions pressantes et où le regard peut s'étirer sur l'horizon. Arcachon, ou un lieu semblable, n'était pas un exil. C'était une éducation nouvelle au temps. Les matins commençaient par une marche sur la plage. Le bruit des vagues avait quelque chose de plus honnête que les conversations humaines. Il dit, il ne promet rien. J'ai pris l'habitude d'écrire chaque jour 3 phrases dans mon carnet bleu. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ce que je décidais de garder. L'écriture m'a tenu, m'a rendu responsable de moi-même. J'ai repris contact avec des amis anciens et avec la bibliothèque où j'avais travaillé. J'y ai donné des heures, aidant à classer des ouvrages, recommençant ce qui pour moi était simple et juste. La routine devint un métier de réparation. Remettre les livres à leur place, remettre mes idées à la place qui leur revient. Les voisins m'accueillaient.
Une dame m'apprit à faire un clafoutis aux cerises comme autrefois. Un homme m'empruntait des outils pour bricoler son balcon tout en discutant du temps. Des visages connus se sont incarnés en complicité nouvelle. On se raconte des petits riens, on se prête du sucre, on respecte les silences. Il y eut des jours où la nostalgie tenait la main du regret. Je pensais à la Maison Blanche, à la clé que je tournais chaque matin au figuier. Mais la nostalgie n'était plus une douleur paralysante. Elle était un manteau qu'on pose sur les épaules pour se souvenir sans se consumer. La justice, quant à elle, avait rendu ses décisions. Restitution des sommes, maintien des droits, encouragement à une médiation familiale. Certains procès n'aboutissent pas toujours comme on l'espère, mais j'avais obtenu ce qui me semblait essentiel, la reconnaissance de mon droit et la réparation matérielle. Le plus important, je l'avais déjà retrouvé ailleurs, la dignité. J'ai choisi de donner une part de ce que j'avais sauvegardé à une association locale, aidant des femmes isolées. Ce geste n'était ni généreux ni ostentatoire. Il était une promesse tenue, une manière de dire que ma maison n'était pas seulement un toit, mais un lieu d'histoire à transmettre. Peu à peu, je me suis réconciliée avec le monde. Pas avec tous, ni avec tout, mais avec mon reflet, avec mes choix. J'ai retrouvé la curiosité franche d'une femme qui lit un livre sans demander la permission. J'ai appris que la liberté peut être modeste et profonde. Sortir, acheter du pain sans téléphoner, s'asseoir au café sans être l'objet d'un récit, répondre à une invitation sans calcul. La vie reprit son cours, plus lent, plus vrai. J'avais perdu certaines choses des habitudes, des présences, mais j'avais retrouvé ce qui n'a pas de prix, mon autonomie. Et cela change tout. Les années passent comme des pages qu'on tourne. Il y a des pages où l'on rit, d'autres où l'on pleure, d'autres encore où l'on lit simplement en silence. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon, une tasse refroidie à la main, en regardant la mer qui n'explique rien et qui apaise beaucoup. Mon fils m'écrivit. 6 mois plus tard, une lettre longue, maladroite, où il parlait de son incompréhension, de sa honte et d'un désir timide de renouer. Je lui ai répondu avec la vérité simple. Que je l'aime toujours, que j'ai pris des mesures parce que j'avais le droit de me défendre et que nous pourrions, peut-être, apprendre à nous rapprocher autrement. Il ne s'agissait pas d'un appel à reprendre comme avant, mais d'une main tendue, retenue, claire. Un soir, une jeune femme du quartier m'a demandé conseil. Ma mère vit chez nous et je sens que je la fais reculer doucement. Que ferais-tu? J'ai souri avec cette douceur que j'avais gagnée au prix de la lucidité. Je lui ai dit « Parle et surtout écoute. Et n'oublie jamais que la dignité d'une personne n'est pas un service qu'on rend. C'est une chose qu'on préserve. Il y a des douleurs qui restent en bandage, d'autres qui cicatrisent. J'ai gardé la blessure de la trahison comme on garde une vieille cicatrice. Elle fait partie de mon corps, mais elle n'est plus ce qui me définit. J'ai appris que la force peut prendre la forme d'un dossier bien tenu, d'une lettre recommandée, d'un rendez-vous chez un notaire. La force peut aussi être une tasse de thé partagée, sans parler politique. Et maintenant, quand je repense à ce soir où l'on m'a dit « Ta chambre, c'est fini », je vois une femme qui a choisi la route de la preuve et non celle du cri. J'ai appris que la justice ne se réduit pas aux tribunaux. Elle commence quand on refuse d'être effacé. Alors, pour toutes celles qui craignent d'ouvrir la bouche, pour celles qui gardent un carnet sous l'oreiller et qui se croient seules, souvenez-vous que se défendre est un acte d'amour pour soi. Et dans le silence que nous cultivons parfois, il peut y avoir une puissance qui répare plus sûrement que le tumulte. Je pose la plume, je ferme le carnet, et, comme on prononce une dernière prière ou une dernière promesse, je dis, tout bas, pour celles qui m'entendent. Le silence peut aussi être une forme de justice.